Bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'on voit mon partage d'écran. Est-ce que Cécile, tu peux me confirmer? C'est parfait. Ok, super. Donc bonjour et bienvenue du coup sur ce webinaire donc autour de l'Active Directory. Je suis Yann Maton, je suis responsable SOC et consultant cyber pour la société MGM Solutions et je suis accompagné de Nicolas. Nicolas, je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Donc Nicolas Barba, donc je suis chez SPICS en tant que consultant cybersécurité. Donc Merci, messieurs. Merci de nous avoir rejoints. Donc, ce matin, nous allons vous parler d'un sujet intéressant dans le domaine de la cybersécurité en ce qui concerne la protection de l'Active Directory. Nous sommes dans le cadre du marché RESA Cybersécurité. Le groupement composé de Capgemini, SPI, MGM et Deloitte a remporté le lot 2, qui est un lot d'expertise technique et de conseil. Messieurs, je vous laisse la main pour démarrer. Juste un dernier point de précision, vous avez la possibilité de poser vos questions et nous traiterons les questions-réponses à la fin de ce webinaire. Merci. merci Cécile. Du coup, nous allons commencer. Donc, au cours de ce webinaire, on va aller sur 6 axes différents. Donc, une rappel du contexte, ensuite les enjeux de la prestation. Euh, Nous allons ensuite enchaîner sur notre démarche, comment on va vous accompagner. Les quick wins sur comment vous pouvez faire rapidement une montée de sécurité de votre SI. Les bénéfices, bien sûr, de cette prestation via notre démarche. Et ensuite, Cécile terminera avec les modalités d'accès à l'offre. Donc pour prendre un petit peu en compte de ce que c'est l'Active Directory, pour donner un peu de contexte à tout le monde, les personnes qui sont peut-être néophytes, il faut savoir que l'Active Directory, donc, c'est la fonction centrale de votre système d'information. C'est celui qui va gérer notamment vos identités. Donc, je parle par identité, tout ce qui est authentification, notamment ce que vous faites le matin, vous vous connectez sur votre PC, vous renseignez un login et un mot de passe, et ça va interroger votre Active Directory pour vous donner accès ou non aux ressources. Donc, ressources, ça peut être des serveurs, ça peut être des fichiers, des dossiers, etc. Du coup, ce qui en fait donc la cible numéro 1 des attaquants. Par conséquent, ils vont essayer de chercher de prendre le contrôle sur cet outil pour arriver à un contrôle total qui va permettre donc de leur donner la main sur l'Active Directory. Les conséquences, c'est que ça peut rendre indisponible votre système d'information. Par conséquent, aussi des interruptions de services, d'activité de votre métier et des compromissions de données, puisqu'ils ont accès à tout. Concernant les enjeux, on va avoir plusieurs enjeux que vous connaissez sûrement. Sur la partie secteur de la santé, on a notamment le programme CARE, donc, qui est sorti l'année dernière aux alentours du 18 mars, euh, qui a sorti en tout cas son premier domaine, donc autour de l'Active Directory, mais aussi des expositions Internet. Autour de l'Active Directory, on va retrouver du coup l'outil de l'ANSSI qui s'appelle Horadad et l'autre outil de l'ANSSI qui s'appelle Silène, qui sont deux outils complémentaires qui vous permettent d'avoir votre niveau de maturité actuel lors de son exécution. Pour tout ce qui est entité hors du domaine de la santé, donc les administrations publiques notamment, on va retrouver donc NIS2. Donc NIS2, donc, qui est une norme européenne qui n'est pas encore sortie, qui a été repoussée plusieurs fois, mais en soi qui va regrouper à peu près les mêmes besoins donc, et les mêmes attentes autour donc, de l'évaluation des risques, donc sur les mesures que vous avez mis, que ce soit sur le plan opérationnel ou technique, sur votre gouvernance, à quel point vous êtes prêt en termes de résiliation et d'exercice de crise notamment. Et ensuite, la partie collaboration accrue, notamment sur le travail entre toute entité publique et les CERT existants au niveau national. Donc, pour vous prendre un cas concret qui a eu lieu en 2021, donc c'est une étude de cas qui est assez intéressante parce qu'on a assez de recul pour comprendre ce qui s'est passé au terme de cette attaque et les répercussions qu'il y a eu dans le temps. Donc c'est une attaque qui a concerné donc, le centre hospitalier de Dax en 2021. Ils ont subi donc une attaque par ransomware, ce
Donc pour personnes qui ne savent pas ce que c'est un ransomware, globalement, c'est une attaque qui va chiffrer l'ensemble des données de votre parc et qui vont vous demander une rançon pour payer et pouvoir espérer débloquer justement l'accès à vos données, donc, ce qui arrive très rarement. Du coup, comment ils ont fait pour attaquer? Ils sont passés donc par l'Active Directory sur un compte standard, un compte vraiment sans privilège classique. Et par différentes méthodes, ils ont pu obtenir des droits administrateurs. Et à partir de là, ils ont pu déployer leur CryptoLocker, chiffrer les données des serveurs, des PC, et voilà, donc vous n'avez plus du tout accès à votre SI. En termes d'impact, ça a eu quand même 1 an de remédiation pour pouvoir revenir à un état normal du SI. Donc pendant ce temps-là, ça a eu un impact sur le métier, hein. C'était revenir sur du papier et du stylo pour pouvoir continuer à travailler. Et ça a eu un impact aussi financier très important qui était estimé à 2,3 millions entre les différentes remédiations et l'impact qui en a résulté. Donc ensuite, pour parler un petit peu de ce que peut utiliser un attaquant sur votre Active Directory pour arriver justement au droit d'administrateur. Donc la plus connue, c'est celle par brute force, c'est d'utiliser un dictionnaire de mots de passe jusqu'à tomber sur celui qui correspondrait à un compte. Le golden ticket, bon ça je laisserai un peu Yann en parler tout à l'heure, c'est le saint graal des attaquants, c'est de pouvoir avoir la main totale sur votre Active Directory. Et passe de hash, donc en gros, c'est de retrouver un hash d'un mot de passe qui traînerait sur votre SI et le rejouer pour pouvoir s'authentifier sans forcément connaître le mot de passe en clair. Donc les risques de cette attaque, un petit peu ce que je redisais tout à l'heure, c'est d'aller accéder à vos ressources, pouvoir exfiltrer des données, et ça va engendrer des interruptions de service si cet Active Directory est cassé. Donc ça permet de rebondir sur un peu toute l'importance de faire un audit de votre Active Directory. Donc c'est de permettre d'identifier les erreurs de configuration qui sont historiques. On peut retrouver des serveurs qui datent de 15 ans, 20 ans, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. À savoir que même un Active Directory déployé à 9 sur les dernières versions Microsoft, on ne retrouvera pas un niveau de sécurité convenable. On est sur un niveau de sécurité très bas. Donc cet audit va nous permettre d'identifier les comptes qui sont à risque, ce qu'on appelle les comptes de tiers 0. Donc des comptes qui ont des droits administrateurs. C'est ceux qui seront ciblés en priorité par les attaquants. Vous avez bien compris, je pense. Ça va nous permettre de voir un petit peu les droits qui sont attribués à ces différents comptes. Parce que nous, ce qu'on va prôner, c'est justement le principe du moindre privilège. On ne va pas donner un accès total à tout le monde, sinon ça va avoir des répercussions importantes. Également, donc, sur la partie audit, ça va mettre en lumière différentes choses autour de cet AD. Ça va vous permettre d'améliorer globalement la sécurité de votre système d'information, vu que c'est une fonction centrale. Et donc aussi d'aller jusqu'à une réduction de la surface d'attaque, donc de réduire le nombre de possibilités d'un attaquant pour pouvoir compromettre votre Active Directory. Pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, il existe une multitude de bonnes pratiques, mais de notre expérience similaire à Nicolas et moi, on s'aperçoit que il y a souvent les mêmes mauvaises configs qui reviennent. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vous présenter 3 bonnes pratiques qui vous permettent de réduire en tout cas les vecteurs d'attaque qui ont été évoqués. Donc, notamment le PLOP ou le principe du moins de privilège. Donc, comme l'a expliqué Nicolas lors de l'audit, ça va être donc d'identifier les comptes à risque. Et on s'aperçoit, que ce soit dans le secteur public ou dans le privé, dans tous les cas, c'est qu'on a un nombre de comptes à privilèges qui sont en général beaucoup trop importants au sein d'ASI. Ça vient de l'historique, c'est une dette technique. Aujourd'hui, tout le monde est confronté à cela. Et donc, pour parer cela, on applique le principe du moins de privilège. Le principe du moins de privilège, ça consiste simplement à se dire qu'aujourd'hui, dans mon SI, je vais avoir des personnes qui vont faire du support, donc qui vont assister les utilisateurs pour du reset de mot de passe, pour de l'installation de poste. On va avoir aussi des administrateurs qui, eux, leur rôle va être potentiellement d'administrer des hyperviseurs, des serveurs, de mettre en place des droits spécifiques. Et on s'aperçoit qu'en général, la partie administrateur, voire même support, se retrouve avec des privilèges qui sont beaucoup trop élevés. Donc, pour appliquer le principe du moins de privilège, c'est assez simple, ça demande un peu de temps. C'est en fait d'établir un périmètre pour chaque acteur du SI.
Établir un périmètre, c'est se dire, aujourd'hui, au support, quelle est leur mission? Ils vont, comme je vous l'ai dit, donc par exemple faire du reset de mot de passe ou peut-être créer des comptes. Ça va être de, par exemple, enlever leurs droits admin du domaine, puisque avant c'était pratique, ils ne se prenaient pas de porte, et de justement leur faire simplement des délégations pour que, au final, le seul droit qu'ils aient, c'est de créer des utilisateurs, et même aller encore plus loin, créer des objets utilisateurs dans les unités d'organisation spécifiques, afin que si un attaquant arrive à s'emparer du coup du hash, donc avec la méthode pass the hash que vous avez évoqué Nicolas, de pouvoir en fait tout simplement mettre à terre votre SI. Puisque cette fois, si on a appliqué le principe du moins de privilège, si l'attaquant récupère ce compte, eh ben, il pourra potentiellement que créer des utilisateurs dans l'OU utilisateur, et donc du coup avoir le moins de privilèges possible. En plus de ce principe de privilège, on va avoir les PSO. Donc les PSO, qu'est-ce que c'est? C'est la partie gestion des mots de passe et gestion de leur complexité, du temps qu'ils mettent à expirer et du mode de renouvellement de ces mots de passe. Par expérience, en général, il n'y a pas de réels PSO qui sont appliqués sur la SI. On se base sur une GPO, donc une stratégie de groupe qui est appliquée à la racine du domaine, qui s'appelle Default Domain Policy, et dans laquelle, en fait, on va avoir une notion qui nous dit, eh ben, pour tous les utilisateurs du domaine, le mot de passe doit faire, je dis une bêtise, hein, mais 8 caractères, et il est valable 365 jours. Donc ça, la problématique, c'est que du coup, tout le monde a la même politique, que ce soit vos comptes utilisateurs, vos comptes administrateurs ou vos comptes de service. L'idée, c'est de mettre à minima 3 PSO différentes et des PSO du coup distincts pour vos utilisateurs, donc qui sera un peu moins complexe, on va dire, pour les utilisateurs, où on peut se permettre d'être un peu plus large en termes de durée du mot de passe et de complexité. On va avoir donc la PSO sur les comptes administrateurs, là, qui doit être assez rigoureuse, qui doit en général, dans les bonnes pratiques, être changée tous les 3 mois, avec une complexité et une longueur de mot de passe assez cohérente, aux alentours, en général, on dit entre 16 et 20 caractères. Et ensuite, les comptes de service très importants, puisque si vous avez déjà effectué des audits, que ce soit au Red Hat par l'ANSI ou par d'autres outils, en général, les comptes de service, on n'expire jamais, ils existent depuis X années, et on les laisse dans un coin, on ne change pas le mot de passe, parce que soit on a perdu la compétence sur où fonctionne le compte, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il fait réellement, soit par peur de casser tout simplement l'infrastructure. Donc il est important de savoir identifier ces comptes de service et de leur appliquer une politique de mot de passe cohérente. Et sur le troisième point, l'authentification renforcée. Donc pour rebondir encore une fois sur les points évoqués, donc le golden ticket et le pass de hash, pareil, par défaut, un domaine Microsoft a un système d'authentification qui est le NTLM. Excusez-moi, d'ailleurs, il y a une faute de frappe. Le NTLM, qui est tout simplement un ancien protocole d'authentification. La problématique de ce protocole, c'est comme il est ancien, il n'est pas forcément assez sécurisé. Et donc, on va se retrouver à laisser un peu des traces des passages des comptes sur les serveurs, sur les postes. Et notamment s'il est activé et que aujourd'hui, vos personnes qui s'occupent du support, et on va dire ils sont admins du domaine, ils se connectent sur un poste, ils vont aller débloquer un utilisateur parce qu'il n'arrive pas à installer un logiciel, parce qu'il est bloqué par donc l'UAC, donc vous savez, la fenêtre qui prompte pour demander les droits admin. Votre personne qui travaille au support, cet acteur-là, va rentrer ses identifiants, il est admin du domaine, il a laissé son hash sur la machine, donc si un attaquant arrive sur une machine utilisateur, il va être en capacité de récupérer ce hash, et donc, à partir de là, avoir accès à peu près à tous vos serveurs, et du coup de mettre à plat votre SI. Dans notre démarche, on a 3 étapes. On a la partie collecte. Donc, on a différents moyens de faire les collectes. On va avoir du coup l'Oradat, comme on vous l'a évoqué précédemment, donc qui est l'outil de l'ANSI. Mais on va avoir d'autres outils, puisque l'Oradat remonte pas mal de points, mais se focus sur certaines choses et en laisse de côté d'autres. Donc, on va retrouver des outils comme Pincastle, Purple Knight ou Forest Druid pour les SI avec un niveau de maturité plus élevé, qui vont permettre de relever énormément de points qui ne sont pas évoqués dans le Red Hat. Une fois qu'on a récupéré et qu'on a fait cette collecte, on va analyser du coup ces résultats. On va vous hiérarchiser
hiérarchiser par criticité les tâches en fonction des différents outils. Et ensuite, on va vous élaborer un plan de remédiation à appliquer. Bien sûr, on ne va pas vous le donner comme ça. L'idée, c'est de vous présenter ce rapport, donc vous faire une restitution orale, de vous présenter concrètement comment on l'a fait et pourquoi on l'a fait comme ça. Et ensuite, de vous expliquer les détails des actions à mener. Les détails ont pour but de vous dire c'est quelque chose qui peut être fait simplement ou rapidement, ou alors de vous dire on vous conseille un accompagnement pour réaliser ce plan de remédiation, puisque ça peut être un poil compliqué, ou alors peut-être vous n'avez pas les ressources ou le temps pour les appliquer. Donc, pour parler un petit peu plus en détail de l'outil de l'ANSSI, pour les personnes qui sont éligibles, pour tout ce qui est opérateur stratégique de l'État, vous allez pouvoir justement bénéficier de ce service de l'ANSSI. Donc, c'est un rapport qui va être généré via une procédure qui vous sera fournie. L'ANSSI vous répondra et vous donnera donc un rapport en format HTML sous cette forme-là. Donc, ce qu'on retrouve comme information importante, c'est celui du niveau de sécurité. Donc, sur ce rapport, on est sur un niveau 1 qui est le niveau le plus faible, donc le plus critique. À la suite de ça, donc, vous avez un peu plus bas la liste des remédiations, enfin des vulnérabilités qui sont identifiées, et vous pouvez déployer un petit peu ces unités-là pour avoir un peu plus de détails sur pourquoi vous avez cette vulnérabilité. Vous avez également à droite le suivi aussi, ça vous donne un état de progression. Nous, ça nous donne des informations également, parce qu'il y a d'autres onglets que vous pouvez voir un peu plus haut à gauche, notamment un graphe qui va nous donner un spectre de votre Active Directory et de l'ensemble de ces objets. Et pour les personnes donc, qui n'ont pas accès à ce service ou ce qu'on vous propose en complément de l'ORADAD, je te laisse passer sur l'autre slide, merci Yann. On vous propose donc effectivement un audit beaucoup plus complet avec d'autres outils. Donc là, c'est une synthèse de ce que vous allez pouvoir avoir sur le document qui vous sera fourni. Donc on reprend les grands principes de l'ANSSI sur le niveau de sécurité, en sachant que c'est sur celui-ci que l'on va se baser pour les opérateurs. L'objectif est d'atteindre au moins un niveau 2 de sécurité et on va vous accompagner pour essayer d'atteindre jusqu'au niveau 5, en sachant qu'il y a 5 niveaux de sécurité. Donc à la suite de ça, on va vous donner... Attends, j'ai pas fini Yann, je suis passé un peu rapidement. Ouais, merci. Pour reprendre un petit peu rapidement, donc c'est notre expertise qui va être mise en avant sur cet outil-là. C'est pas quelque chose d'impersonnel comme pourrait faire celui de l'ORADAD. Nous, on va vous donner un niveau donc, sur le risque d'intrusion qui est présent sur votre SI et le niveau général de sécurité. Et à la suite de ça, vous allez avoir une liste en complète de toutes les vulnérabilités, ce que nous, on estime sur la facilité d'exploitation pour un attaquant et l'impact que ça aura sur votre SI. Et le détail qui suivra, c'est chaque vulnérabilité, comment on fait pour y remédier. Je te laisse passer à la suivante. Merci. Donc le plan d'action que l'on vous propose, c'est déjà d'établir avec vous un calendrier réaliste pour atteindre vos objectifs. On ne va pas pouvoir réaliser l'ensemble de ces remédiations en une semaine ou un mois, ça peut prendre du temps. Et il faut prendre ce temps parce que c'est quelque chose qui a un impact important sur le SI, suivant les actions qu'on va mener. L'accompagnement, forcément, il sera personnalisé en fonction de votre métier, de la population que vous allez avoir et des contraintes que vous connaissez chez vous. Et le but, donc, forcément, par cet accompagnement, c'est de transférer nos compétences. Vous serez accompagné de personnes donc, expertes dans ce domaine-là et de vous rendre donc, du coup proactif et acteur pendant nos ateliers, pouvoir justement que vous puissiez avoir cette démarche dans le temps, de pouvoir faire votre audit, donc utiliser les outils qu'on a pu mettre à disposition, et d'effectuer les remédiations vous-même, parce qu'un Active Directory, c'est vivant. Dans le temps, vous allez créer des objets, des personnes vont rentrer, sortir de votre organisation, vous allez installer de nouveaux services, etc., qui vont perturber l'Active Directory. Donc, il est très important de faire un suivi du niveau de sécurité. Pour cela, on a une prestation type qui est envisagée en fonction des UO dans lesquels du coup nous avons remporté. Donc on a la partie audit, donc comme on vient de vous le mentionner, donc la collecte du coup du service ADS et Entra ID si existant. L'objectif du coup c'est de vous faire la collecte, la réalisation du rapport et la restitution sur 3 jours. Et ensuite de vous proposer l'accompagnement aux actions de remédiation, donc soit par des sessions à distance sous forme de demi-journée, des déplacements sur site si nécessaire, si vous souhaitez qu'on intervienne sur site, qu'on vous accompagne
concrètement sur place et qu'on vous montre les actions, cela est possible. Et ensuite, de faire du coup un rapport de suivi des actions et une documentation, puisque comme vous l'a dit Nicolas, c'est bien de sécuriser son SI, mais forcément, si on vient sécuriser votre SI et que vous n'êtes pas acteur lors de cette sécurisation, ça veut dire que le jour où on part, vous vous retrouvez avec des briques manquantes que potentiellement nous aurions mis en place. Donc, pour prendre un petit peu rapidement ce qu'on appelle les quick wins, hein, c'est les actions rapides, faciles à mettre en place, hein, que vous pouvez faire de vous-même. Alors, on peut prendre le cas du KRBGT. Je pense que c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Pourtant, c'est un compte qui est présent dans votre Active Directory, qui est marqué comme désactivé. On peut se dire que c'est quelque chose qui n'est pas utile. Et pourtant, il est indispensable au fonctionnement de votre AD. Donc, pour vous parler vulgairement, c'est celui qui va gérer donc toute la signature de tickets Kerberos. En gros, vous entendez par là toute l'authentification des comptes. Euh, donc, c'est un compte qui ne doit pas être supprimé. C'est celui qui va être visé également par les attaquants. Il dispose d'un mot de passe que vous ne connaissez pas. Et pourtant, il y a une fonction qui est primordiale à faire, c'est de changer ce mot de passe tous les ans. Donc, pour ceci, vous allez avoir des outils qu'on vous mettra à disposition, hein, notamment un script qui vous permettra de le changer très rapidement. Donc ça permet donc déjà de casser, si jamais un attaquant est présent dans votre Active Directory, de casser ce mot de passe et lui faire perdre les accès, tout simplement. Ça permet donc du tout de maintenir un bon niveau de sécurité dans le temps et c'est quelque chose qui est à faire de façon annuelle. C'est ce qui est recommandé en tout cas. Effectivement. Et notamment dans le cas du Golden Ticket, où si vous apercevez d'une intrusion qui effectivement, il y a une attaque de type Golden Ticket et du coup c'est ce ticket d'or, hein, ce qu'on entend par ticket d'or, c'est un ticket Kerberos qui a été forgé par un attaquant. Le fait de reset ce mot de passe, donc il est conseillé 2 fois par an, de le reset, permet de casser en fait potentiellement le Golden Ticket de l'attaquant. Ensuite, on a la partie unrestricted domain join. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que par défaut, dans tout domaine Active Directory, il y a un paramètre qui existe qui est d'ajouter des machines dans le domaine. Par défaut, il est 7, donc c'est-à-dire il est mis en place à 10, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur du domaine peut ajouter 10 postes dans le domaine. C'est quelque chose que peu de gens voient. Et pourtant, c'est assez gros en soi, puisque notamment en 2019, il y a eu une attaque qui est sortie, un type d'attaque qui s'appelle du DC Shadow. Et en fait, simplement, ça consistait à abuser de ce Unrestricted Domain Join. Donc, c'est un attaquant, il arrive sur votre SI, il ajoute une machine dans le domaine parce que du coup, la valeur est encore à 10, elle n'est pas à 0, parce que bien sûr, il faut la mettre à 0 pour bonne pratique. Et l'attaquant, du coup, crée une machine avec le nom du domaine contrôleur de votre SI. Il rajoutait le petit symbole $ à la fin, puisque dans un Active Directory, un objet de type serveur ou ordinateur, c'est le nom de la machine, suivi d'un $ pour l'identifier en tant que machine. Et ben, l'attaquant, ce qu'il faisait, c'est il prenait le nom de votre DC, il mettait le $ à la fin, et en fait, le poste était ajouté dans le domaine, et en fait, l'AD, qu'est-ce qu'il disait, lui? Il dit, bah, tu mets un $ à la fin, mais moi, ça sert à rien, c'est mon job de le faire, donc j'enlève le $ et je le remets. Donc au final, qu'est-ce qui se passait? Ben, l'attaquant, il se retrouvait avec une machine qui se faisait passer pour le DC, et donc il était en capacité d'aller récupérer les demandes d'authentification des utilisateurs et des administrateurs. Et donc à partir de ce moment-là, il récupère un compte administrateur, et ensuite il faisait ce qu'il avait à faire sur votre SI. Donc voilà, donc le plus important à noter, c'est d'aller chercher ce paramètre qui se trouve à la racine de votre domaine. C'est une petite valeur qui se change, qui est à 10 par défaut, et il faut la passer à 0 pour éviter ce type d'attaque en tout cas, ou au moins ça vous permet aussi d'éviter que des utilisateurs ajoutent des postes personnels dans le domaine par mégarde. Sur la partie GPO, souvent ce qu'on s'aperçoit, c'est que les GPO, ça fait peur parce que les GPO, ça fait des années que c'est utilisé, beaucoup de personnes sont passées dessus dans votre SI, beaucoup de GPO ont été créés pour des besoins, pour déployer des outils, pour mettre en place du partage de fichiers, pour mettre en place des scripts de logon, enfin pour faire énormément de choses. Et ce qu'on s'aperçoit en général, c'est qu'on arrive sur des SI où on a plus de 100 GPO, 150 GPO, et quand on pose la question de à quoi ça sert, et en général c'est un peu compliqué, puisqu'en fait on ne sait pas trop
qu'est-ce que ça fait, pourquoi ça marche. Et quand on dit, bah, dans ce cas-là, au pire, on peut tester de désactiver la GPO, c'est compliqué, on ne sait pas quel impact ça va avoir. Les GPO, l'important, c'est que c'est ciblé par les attaquants pour déployer des ransomware, notamment dans le cas d'Axe ou alors d'autres cyberattaques. Une fois que l'attaquant il arrive à récupérer un compte à privilège, il va créer sa petite GPO, ou même mieux, il va modifier une GPO existante pour que ce soit invisible pour les administrateurs du SI. Et dedans, il va rajouter son petit ransomware, son petit malware. Et comme ça, ben, la GPO, vu qu'elle s'applique à l'entièreté du domaine, il attend les 90 minutes, la GPO s'applique, il lance son chiffrement, et là, il a chiffré l'entièreté du parc. Il y a des petits outils qui existent pour vous accompagner sur les GPO, notamment un module PowerShell qui s'appelle GPOzor. Ce module-là vous permet d'avoir une vue graphique de vos GPO. Et ça vous permet notamment de connaître vos GPO qui ne s'appliquent pas, parce que des fois, il y a des GPO qui traînent sur votre SI, et en fait, elles s'appliquent à rien. Elle s'applique à rien, ou alors elle utilise, par exemple, elle va déployer un point .exe ou un point MSI, et en fait, on s'aperçoit que ce point MSI n'existe plus dans votre sysvol, et au final, ben, la GPO, depuis peut-être 5 ans, elle ne déploie plus rien. Donc l'idée, c'est d'utiliser des outils type GPOzor afin d'avoir une vraie vue graphique de vos GPO et de commencer à faire un début de nettoyage et une meilleure compréhension de vos GPO. Donc pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit, pour résumer toutes ces prestations, quels sont les bénéfices qui sont attendus par rapport à ce que l'on vous propose? Donc notamment, c'est la partie donc, réduction du vecteur d'attaque, c'est-à-dire de réduire les champs des possibles pour les attaquants pour compromettre votre Active Directory, éviter les fuites de données, les chiffrements de données, etc. Prévenir également sur la partie interruption de service, parce qu'on ne peut pas réduire à zéro le risque sur votre SI, et c'est s'assurer que vous avez justement les outils en main pour pouvoir revenir rapidement en arrière à un état normal et stable de votre SI. Ça peut passer par justement un accompagnement sur de la gouvernance, sur un plan de continuité d'activité ou de reprise d'activité. On peut aussi s'assurer par des cellules de pentest. On peut mettre en place des tests réels pour voir si vraiment ce que l'on a mis en place et efficace. Et est-ce que vous êtes prêt justement à faire face à ce genre d'attaque? Ce qui permet donc du coup, en somme, hein, de pouvoir gagner en maturité rapidement sur votre SI, vu que c'est une fonction centrale, on va toucher à beaucoup de domaines, que ce soit sur de la gouvernance, sur des sujets autour du réseau. Est-ce que vous avez fait une segmentation efficace? Ou alors, voilà, on peut tester également, si vous vous sentez mature, par des tests en réel, sur des pentests internes ou externes. Merci Lucie. messieurs pour cette présentation. J'en profite pour vous rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions. Pour le moment, cette activité n'est pas encore démarrée, donc la première question est toujours la plus difficile. N'hésitez pas. Mais moi, je vais en profiter puisqu'il nous reste un peu de temps pour vous rappeler dans quel contexte on intervient autour du RESA. Donc, comme je vous le disais en introduction, donc on est un groupement. Nous sommes 4 sociétés qui avons candidaté et gagné un marché de prestations d'accompagnement technique sur la centrale d'achat RESA. Il y a deux lots qui ont été remportés sur 2 marchés qui sont différents, puisque le RESA a des appels d'offres qui sortent sur tout ce qui est établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux, qui concernent les SDIS également et les départements. Et nous avons aussi gagné un autre lot qui est, lui, sur les régions, EPCI, communes et leurs groupements. Ces 2 marchés ont un petit nom. Comme si vous connaissez le RESA, vous en avez l'habitude, et nous sommes présents sur le lot 2 de chacun de ces marchés. Donc, le RESA, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, est une centrale d'achat, c'est un GIP qui vous permet, au travers d'une adhésion, de pouvoir
utiliser, bénéficier des marchés qui sont publiés. Donc, pour cela, il faut adhérer, payer une cotisation au RESA pour pouvoir utiliser leurs services. Et après, pour chaque marché que vous souhaitez utiliser, en l'occurrence ceux dont je viens de vous parler, vous devez faire acte de candidature, je dirais. Enfin, vous montrez au RESA que vous souhaitez adhérer à ces marchés pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est une centrale d'achat qui va vous permettre de bénéficier de nombre de marchés qui a, au travers de ces marchés, fait des mises en concurrence. Et nous, après, on a la possibilité de vous proposer, pardon, plusieurs prestations de services. Messieurs, je veux bien que vous puissiez dérouler pour arriver aux différentes prestations de services que l'on a à la suite. Merci. Voilà, donc on a, nous, sur ces marchés, proposé des prestations d'accompagnement technique. Comme vous pouvez le voir, elles sont segmentées dans 4 catégories. Le groupement est en capacité de répondre à ses besoins. Donc, SPI et Capgemini sont 2 ESN qui sont en capacité d'englober et de répondre à toutes vos sollicitations. Et on s'appuie sur 2 sous-traitants que sont MGM et Deloitte. La particularité de MGM, et vous le voyez ce matin, c'est d'accompagner le groupement sur tout ce qui est schéma directeur, plan d'action, remédiation et situation de crise. Et Deloitte et fait partie de ce groupement pour tout ce qui est formation. Ils sont certifiés Calliope, ce qui est attendu dans ce type de prestations. Moi, j'en ai fini pour la présentation rapide de comment passer au travers du RESA. Il me semble qu'il y a des questions. Benjamin, c'est toi qui prends la main? Alors, tout à fait, il y a 2 questions qui se rejoignent en fait au sujet du groupe administrateur du schéma. Et la seconde, toujours autour de ce sujet-là, c'est la personne constate en fait que ses comptes administrateurs du domaine sont administrateurs du schéma et a du mal à comprendre la raison pour laquelle ça fonctionne comme ça. Nicolas, tu réponds Je ou- peux apporter une réponse si tu veux. Allez. Donc, effectivement, administrateur du schéma, c'est un groupe qui est présent dans votre Active Directory. Vous verrez si jamais vous faites un audit au niveau de leur ADAD. Ce qui est conseillé, donc déjà, c'est de ne pas laisser de compte dedans, parce que c'est quelque chose qui doit être temporaire. La partie schéma, grossièrement, c'est par exemple, vous allez installer un service sur votre Active Directory, et il y aura une installation de schéma qui va se faire. Alors, pour ce faire, effectivement, il faudra faire partie de ce groupe administrateur de schéma, mais une fois que l'installation est terminée, il faut retirer ses comptes. Voilà, à moins qu'il y ait des logiciels qui sont particuliers, qui ont besoin de ça, mais bon, j'ai jamais vu d'administrateurs de schéma qui sont en permanence sur votre Active Directory, hein. C'est quelque chose de ponctuel pour l'installation d'un service, par exemple. Effectivement, et notamment, je rajouterais en plus de ça, normalement, ce groupe-là, vous allez l'utiliser pour 2 raisons. Soit vous avez un exchange, forcément, ça va demander des modifications dans le schéma. Soit vous déployez la solution Laps, pareil, qui fait partie des bonnes pratiques. Donc Laps, qui est l'outil de Microsoft, qui vous permet en fait d'avoir des mots de passe sur toutes vos machines de manière hétérogène, afin de ne pas avoir le même mot de passe administrateur local sur l'ensemble de vos machines du SI. Donc notamment, vous avez ces deux points-là qui doivent vous demander d'être admin du schéma, mais comme l'a dit Nicolas, une fois que l'installation est faite, vous êtes censé enlever tout utilisateur présent de ce groupe. Il y avait une deuxième question, Benjamin, il me semble. Oui, tout à fait. Mais enfin, je pense que vous y avez. Ah, attends, j'en ai d'autres également. Non, c'est pas bon, c'est bon, fiche. C'était la question des comptes administrateurs qui étaient administrateurs du schéma, administrateurs du domaine qui sont administrateurs du schéma. Je pense que tu as en partie répondu. Oui, donc effectivement, oui, administrateur du domaine suffit, mais encore une fois, comme on vous l'a dit lors de la présentation, administrateur du domaine reste un groupe extrêmement privilégié, et si vous voulez être à l'état de l'art, normalement, vous avez entre 2 et 3 comptes qui sont administrateurs du domaine. Donc
Donc l'idée, c'est d'appliquer le principe du moindre privilège afin de limiter le nombre d'utilisateurs dans ce groupe. Pas d'autres questions pour l'instant. On peut peut-être préciser, Benjamin, que à l'issue de ce webinaire, un lien sera adressé. Oui, tout à fait, avec le replay du webinaire, exactement. C'est bien envoyé à l'ensemble des inscrits. On a une nouvelle question. Ouais, deux Où nouvelles peut-on questions. trouver... Ouais, vas-y, je te laisse faire. Donc, où peut-on trouver l'analyseur de GPO? Pour la première question. Alors, l'analyseur de GPO, vous n'allez pas le trouver directement. Ce que je vous conseille, c'est il y a des tutos qui existent sur Internet. Notamment, il me semble, si je dis pas de bêtises, vous avez un tuto d'IT Connect qui vous explique comment installer GPOsaur. Parce qu'en fait, c'est pas un exe ou un MSI, c'est vraiment un module PowerShell qui a été développé par une société, enfin par une ESN polonaise qui développe pas mal d'outils pour faire de l'audit AD, pour faire de l'audit GPO justement. Et donc, c'est un module PowerShell que vous installez sur une machine qui a les outils AirSAT. Donc, les outils AirSAT, c'est les outils d'administration Microsoft. Donc, notamment la console, par exemple, utilisateur et ordinateur du domaine. Et là, pour le coup, pour GPOsaur, si vous voulez l'utiliser, il faut que sur le poste depuis lequel vous exécutez GPOsaur, vous avez installé l'outil qui gère donc les GPO, donc le gpmc.msc. Et une fois que vous avez cette console-là d'installer sur votre poste, le module PowerShell d'installer, c'est une commande à exécuter et ensuite ça vous génère un rapport au format HTML que vous allez ouvrir. Ça va vous ouvrir du coup une page web et sur cette page web, du coup, vous aurez l'entièreté de votre graphique enfin de vos graphiques même avec vos GPO pour un peu comprendre comment fonctionnent vos GPO dans votre SI. Je vais rebondir aussi sur une question que j'ai vue sur la partie tenant, donc ça va être sur UnID. Effectivement, l'audit prend en compte cette partie-là. Alors l'Oradad, malheureusement, ne le fait pas. Il y a un outil qui doit être développé par l'ANSSI et qui n'a pas encore été mis à disposition à ma connaissance. Mais avec l'outil notamment Purple Night, on peut avoir justement des informations sur votre infrastructure qui serait hybride et avoir des recommandations sur votre tenant. On a une question sur est-ce qu'on est en capacité de proposer cet audit AD sur un environnement Office 365? Je Ouais, c'est crois ce que que c'est j'expliquais en partie, effectivement. Ouais. On va devoir déployer d'autres outils parce que l'Orada n'est pas complet. Et oui, sinon c'est pris en compte. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Merci Yann pour ta précision sur l'outil utilisé pour le GPO. On a une autre question, je ne sais pas si ça rejoint ce qu'on vient de se dire. Est-ce que l'on propose une analyse du tenant?
Oui, c'est les mêmes choses que je disais tout à l'heure, hein. D'accord. C'est pris en compte tout ce qui est infrastructure hybride. La partie intra-ID est prise en compte également. Très bien, il semblerait qu'on n'ait pas d'autres questions pour le moment. On reste connecté encore quelques minutes. En tout cas, on vous remercie de votre présence nombreuse ce matin pour ce webinaire autour de l'Active Directory. On va régulièrement avoir des webinaires thématiques sur ce lot de prestations d'accompagnement technique. Donc, on compte sur vous et votre présence, vos questions. Donc, vous avez pu entendre nos experts sur ce domaine. On en aura d'autres à vous présenter dans la suite de ces webinaires. On vous tiendra régulièrement informés par vos équipes commerciales ou par le relais de la centrale d'achat RESA de ce type de webinaire. Merci pour votre écoute.